L'Élysée désapprouve les déclarations du chancelier Schmitt à propos de l'Italie, le point de vue de Guy Thomas. Le président du Cameroun en visite officielle en France pour réaffirmer une amitié fidèle. Aux Jeux Olympiques, les premières médailles et déjà 3 records du monde en natation. Tout va bien à bord de Viking, la sonde américaine doit toucher Mars demain. L'orage gronde, mais pour les agriculteurs, c'est déjà trop tard. Le cas de Jean Copé, paysan de l'Allier, c'est le dossier de ce journal. Bonsoir. Le chancelier allemand a fait de grosses vagues en lançant vendredi son pavé dans la mare. L'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France auraient décidé de ne pas aider financièrement l'Italie si les communistes entrent dans son gouvernement. Washington a confirmé, mais avec une nuance. Si dans cette éventualité, les communistes ont des postes peu importants, genre secrétariat d'État, les Italiens auront des sous. Mais l'indiscrétion de M. Helmut Schmitt a surtout gêné la Grande-Bretagne et la France. Et même si aujourd'hui à Bonn, on essaye de minimiser, rappelons dans quelles circonstances, d'après le chancelier, cette décision aurait été prise. Ça s'est passé à Porto Rico, à une conférence convoquée par le président Ford pour étudier entre occidentaux les problèmes économiques et financiers. C'était le 27 juin, soit une semaine exactement après les élections en Italie, qui ont, théoriquement, ouvert la porte à une participation de communistes au gouvernement italien, perspective qui semble avoir d'autant plus troublé deux des interlocuteurs cités par M. Schmitt, qu'ils sont en période préélectorale. En période préélectorale, le président Ford, qui n'est pas sûr du tout que le mois prochain, son parti le préfère à M. Reagan pour porter les couleurs républicaines à l'élection présidentielle de novembre. Contre M. Reagan, il ne fait pas bon être soupçonné de tendresse à l'égard des communistes. Le deuxième, c'est le chancelier Schmitt lui-même, qui est également préoccupé par des problèmes électoraux, puisqu'on vote en Allemagne en automne. Étant donné qu'on pressent un certain virage à droite des électeurs allemands, il est bon, à lui penser M. Schmitt, de distinguer les sociodémocrates dont il fait partie d'autres sortes de socialistes, italiens par exemple, qui ne rejettent pas, a priori, l'idée de se compromettre avec des communistes. Bref, l'affaire Schmitt embarrasse les Occidentaux, à commencer par le gouvernement français. La France semble quelque peu surprise, en tout cas embarrassée après cette affaire de Porto Rico. En effet, le président de la République n'a pas voulu commenter les déclarations du chancelier Helmut Schmitt en arrivant à l'Élysée alors qu'il venait d'accueillir le président du Cameroun à Orly. En fait, la seule réaction officielle vient du porte-parole de la présidence, M. Beauchamp, qui a déclaré ceci. Au cours des récentes rencontres au sommet, la situation de l'Italie a bien entendu été évoquée. Les autorités françaises désapprouvent les déclarations extérieures concernant les problèmes internes d'un pays et refusent de s'y associer. Quant au problème de l'aide, eh bien, l'Élysée rappelle qu'elle n'est pas automatique, mais qu'elle participe, que la France donc participe à toutes les discussions cas par cas. Si M. Yves Guéna, au nom de l'UDR, désapprouve lui aussi en rappelant que le principe fondamental du gaullisme est le respect de l'indépendance nationale, les réactions ont été violentes, surtout du côté de la gauche française. Dès hier soir, sur notre antenne, Roland Leroy, membre du bureau politique du Parti communiste français, dénonçait l'inadmissible ingérence dans les affaires intérieures italiennes et accusait M. Giscard d'Estaing de déléguer par son silence, et je cite, 31 ans après la victoire sur le nazisme, de déléguer au chancelier allemand le droit de s'exprimer au nom du gouvernement français. Ce matin, dans un communiqué, M. François Mitterrand déclarait qu'il y a beaucoup d'impudence à croire que les peuples d'Europe accepteraient longtemps d'être tenus en laisse par une nouvelle Sainte Alliance et soulignait que cette affaire prouvait que l'indépendance nationale passe par l'indépendance économique. Et pourtant, dans l'union de la gauche, c'est peut-être les socialistes qui auraient pu se sentir un peu embarrassés. M. Helmut Schmitt, social-démocrate, ne fait-il pas partie de l'internationale socialiste? Une délégation des socialistes français doit d'ailleurs se rendre à Bonn mercredi. Pour demander des explications sans doute, mais également pour marquer notre désaccord avec l'orientation qu'elle manifeste et dont elle témoigne. C'est un peu, après cette petite phrase, la zizanie qui se prépare au sein de l'international socialiste, non? Je n'aimerais pas employer le mot de zizanie, je voudrais simplement dire que c'est le constat d'une divergence qui est déjà ancienne. Je dirais presque qu'elle est aussi vieille que le mouvement socialiste international et européen lui-même. Il y a toujours eu à l'intérieur du mouvement socialiste européen des divergences de conception, des divergences de stratégie entre ceux qui militent pour une rupture avec l'ordre social, avec le régime capitaliste, et ceux qui sont davantage enclins à la collaboration de classe. Il s'agit d'une divergence très ancienne. J'ai préféré quand même qu'Helmut Schmitt se taise. Bon, disons d'une certaine manière que ceci n'est pas de nature à faciliter notre recherche. La Grande-Bretagne, ce matin, publiait un démenti
aucune décision n'a été prise par les 4 grands occidentaux. Mais on apprend tout de même de Londres que les 4 ministres des Affaires étrangères ont déjeuné ensemble et qu'avant le café, ils ont évoqué la situation italienne. Pas de chance pour le ministre des Affaires étrangères italien, il déjeunait ailleurs ce jour-là. Ce qui explique sans doute l'amertume de M. Aldo Moro, qui représentait l'Italie au sommet de Porto Rico et qui juge inconvenant les révélations du chancelier allemand. D'autant plus que les Italiens, unanimement choqués et conseillés par le Parti communiste italien, sont peut-être prêts à croire que l'ancien président du Conseil était au courant du chantage. Une affaire qui ne va pas aider le nouveau chef du gouvernement, M. Andreotti, qui s'efforce depuis une semaine à former son cabinet. Indignation unanime dans les milieux politiques italiens. Même la démocratie chrétienne, très anticommuniste et pro-occidentale, dénonce le chantage exercé par le chancelier Schmitt. Quant aux communistes directement concernés, ils sont en même temps indignés et assez satisfaits, somme toute, de l'importance qu'on leur accorde. Pour ce que nous regarde, voici les résultats de ces déclarations anticommunistes. Nous avons eu, comme vous voyez, 12 620 000, il manque les 20 000 voix, et c'est déjà quelque chose. Je ne peux pas dire que c'est M. Schmitt qui nous a aidés, mais peut-être il y a aussi un sentiment national qui joue. Et c'est pour cela que nous considérons que ce n'est pas les interventions de ce monsieur qui sont importantes, mais ce qu'il faut repousser, nous l'avons repoussé avec indignation, c'est l'intervention de ceux qui ont pensé de pouvoir exercer ce chantage, et surtout le fait que l'Italie était représentée à cette rencontre par des ministres démocrates chrétiens qui n'ont pas opposé leur refus politique, et je dis même encore une indignation nationale contre ce que nous considérons un chantage. Faiblesse des ministres italiens, sans doute. Mais n'y a-t-il pas autre chose? M. Andreotti ne pourra pas gouverner sans un accord plus ou moins formel avec les communistes. Alors, est-ce que M. Andreotti n'a pas maintenant l'occasion de dire aux communistes « Attention, ne soyez pas trop exigeants, sans cela, l'Italie sera privée d'une aide économique indispensable ». L'indignation de la démocratie chrétienne est-elle tout à fait sincère, se demande-t-on ce soir à Rome. Ici à Bruxelles, autour du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui s'est réuni depuis le début de l'après-midi, il n'est question que des propos prononcés par le chancelier Schmitt. Au départ, c'était la procédure d'élection du Parlement européen au suffrage universel qui était, et qui reste d'ailleurs, le principal sujet inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil. Mais en fait, les observateurs, les journalistes étaient tout à l'heure beaucoup plus désireux de savoir si les remous déjà provoqués par les déclarations du chancelier allemand allaient arriver jusqu'à la salle du Conseil. En fait, les principaux intéressés, Jean Sauvagnargues, le français, Mariano Rumor, l'italien, les britanniques, les allemands, se sont refusés à tout commentaire. L'un des rares à s'expliquer, Gaston Thorn, l'un des absents de la réunion de Porto Rico. Comme hélas, beaucoup de gens ne voulaient pas que la communauté soit représentée au niveau communautaire à Porto Rico, je ne sais pas ce que ces gens s'y sont dit. Apparemment, même M. Moro n'était pas présent, je ne sais pas. Maintenant, de poser des conditions, il ne faut pas trop faire un drame. J'imagine que tous les gens, quand ils donnent de l'argent, ils réfléchissent à qui ils donnent et pourquoi ils le donnent. En définitive, le peu de commentaires fait aujourd'hui autour des propos de M. Helmut Schmitt n'est pas réellement une surprise. C'est au niveau de chefs d'État et de gouvernement que la situation politique italienne a été évoquée à Porto Rico. Il est vraisemblable que c'est entre chefs d'État et de gouvernement que Belges, Néerlandais, Danois, Irlandais, Luxembourgeois demanderont au présent à Porto Rico de leur expliquer ce qui s'est dit là-bas. Le chancelier Schmitt s'exprime et réagit finalement comme un Allemand. Un homme politique allemand engagé dans une pré-campagne électorale. Il ne faut pas oublier en effet que pour une majorité d'Allemands de l'Ouest, le Parti communiste, c'est l'ennemi. À preuve, il est pratiquement interdit dans la République fédérale. C'est l'ennemi parce que l'opinion publique allemande assimile les communistes aux soviets, auxquels elle ne pardonne pas d'avoir en quelque sorte annexé une partie de l'ancien Reich, aujourd'hui la République démocratique allemande. C'est l'ennemi parce que, toujours à partir du même raisonnement, aux yeux des Allemands, le communisme est totalitaire. Et c'est le totalitarisme qui a fait le malheur du peuple allemand. Dans ces conditions, que l'Allemagne, devenue le banquier de l'Italie, qui ne survit que grâce à ses prêts,
Que l'Allemagne ne puisse concevoir continuer à jouer ce rôle si son pire ennemi est au pouvoir, c'est logique, une logique brutale, certes, qui paye contrôle, mais les tempéraments diffèrent d'un bord du Rhin à l'autre. Dans la mesure où ni la France, ni, semble-t-il, son président ne peuvent imposer leur vue au chancelier allemand, ni lui dicter sa conduite, il nous reste à tirer la leçon de l'incident. C'est sans doute qu'en 1976, l'indépendance nationale, c'est avant tout l'indépendance économique qui se fonde sur une hausse modérée des prix, un équilibre des échanges extérieurs, un budget sans déficit important, bref, une monnaie solide. Il ne faut pas en effet se leurrer, c'est parce que la lire est faible que les Allemands parlent fort. Le franc toujours en difficulté aujourd'hui à la Bourse de Paris, malgré une légère remontée considérée comme technique par les spécialistes. Cet après-midi à la clôture, la monnaie française a enregistré encore une baisse sensible ce matin. Un point de repère, en une semaine, le franc a baissé de 4% vis-à-vis de l'ensemble des devises. Ce matin à Paris, le dollar était coté à 4,95 francs, le Deutschmark à 1,91 franc. Il semble bien que, contrairement à vendredi, la Banque de France soit intervenue ce matin, mais de façon très limitée seulement, pour soutenir la monnaie française. Michel Jobert, devenu radioreporter pour les élections présidentielles américaines, ce n'est pas du goût de M. Fourcade apparemment. Le ministre des Finances vient en effet de faire savoir qu'il s'étonnait qu'un conseiller maître à la Cour des comptes, Michel Jobert, puisse en même temps devenir envoyé spécial pour une radio périphérique pendant les élections américaines. Ce cumul de fonctions crée une regrettable équivoque qui peut porter préjudice à la réputation de la haute juridiction financière, a ajouté Jean-Pierre Fourcade. Michel Jobert, de son côté, n'a pas encore réagi à l'étonnement de M. Fourcade. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait en chaque citoyen une majorité politique. Une police du métro dans les stations à partir de septembre. C'est ce que vient de confirmer le préfet de police, M. Sommeil, aujourd'hui, après les agressions de ces dernières semaines. Tout sera mis en œuvre pour combattre la vague de criminalité qui a vu une augmentation de près de 5% depuis le début de l'année. Partout, les mesures de surveillance vont être renforcées pour éviter, par exemple, comme hier soir encore, que des voyous dévalisent des voyageurs. Des brigades spécialisées de policiers, en uniforme et en civil, contrôleront les stations à la rentrée. Dès aujourd'hui, les points chauds seront surveillés. De nouvelles opérations coup de poing sont possibles. Visite officielle de M. Amadou Ahidjo, président du Cameroun, un chef d'État africain qui se fait rare à l'Élysée. On ne l'avait pas vu depuis 16 ans. Il avait alors rencontré le général de Gaulle. On dit que le président camerounais, qui est d'origine peul, est un homme réservé. La politique de son pays est à son image. Il a passé 3 jours en touriste à Nice. Et ce matin, M. Valéry Giscard d'Estaing l'accueillait à Orly. Indépendant, voilà bien le qualificatif le mieux adapté à la personnalité du président camerounais. Cet homme de 52 ans, apparemment réservé, exerce un pouvoir sans partage. Aux paroles élogieuses prononcées par Valéry Giscard d'Estaing ce midi dans le hall d'honneur de l'aéroport d'Orly, M. Amadou Ahidjo a répondu par des phrases prudentes, évoquant l'esprit de réalisme, le respect mutuel de la souveraineté des pays, la coopération et l'amitié sincère. Sous sa présidence, depuis 1958, le Cameroun suit une ligne politique extérieure de non-alignement. Ainsi, M. Ahidjo ne participait pas aux côtés des autres États africains au récent rassemblement de Paris et de Versailles. Parce qu'il préfère les discussions unilatérales, parce qu'il souhaitait accélérer la coopération avec la France, le chef d'État camerounais est aujourd'hui à Paris. Il veut aussi évoquer les autres problèmes africains. Renouvelant 16 ans après sa rencontre avec le général de Gaulle, 5 ans après la venue de Georges Pompidou au Cameroun, des conversations qu'il souhaite privilégier avec la France. La relève de Mark Spitz, l'idole des Jeux de Munich, est assurée. John Naber a bien débuté un record du monde sur le 100 mètres d'eau. Pas sûr qu'il batte le record de Spitz, 7 médailles d'or à Munich. Mais cette nuit, sur Antenne 2, un duel à ne pas manquer. Roland Matthes contre John Naber, l'Allemagne de l'Est contre les États-Unis, les deux grandes de la natation. La victoire sourit ici à John Naber, le géant de Californie, aux 100 mètres d'eau. 56 secondes 80 centièmes, le record de l'Allemand de l'Est, Matthes, est effacé. Matthes sera 3e. Pendant 10 années, il est resté le plus grand nageur de dos du monde.
La seconde place est prise par un autre Américain, Roca. Autre record du monde battu par un Américain, le 200 papillons, Mike Brunner. Il est au couloir numéro 3, il dépossède Roger Pittel, allemand de l'Est, de son record. Pittel ne sera que 4e, alors que deux autres Américains, Gregg et Forrester, prendront les 2 et 3e places. Les Allemands de l'Est allaient réagir avec les féminines. Après la victoire de Cornelia Ender, les nageuses de l'Est pulvérisaient de plus de 5 secondes le record du monde du 4x100 nages établi par le Dynamo de Berlin au début du mois dernier. Les Jeux Olympiques ont donc commencé par la chute retentissante de quelques records. Au pays flamand, c'est la fête. Le petit Van Impe a fait oublier le grand Merckx. Et de nouveau, le maillot jaune est belge. Ce matin, il a été reçu par le roi et la reine de Belgique. Dès la frontière, hier soir, la foule l'acclamait. Mais dans son petit village natal, Méret, c'est le délire. Avant d'assister au triomphe de Van Impe, une bonne nouvelle. Bernard Thévenet va beaucoup mieux. On était inquiet depuis son abandon. Une hépatite virale. Sans être médecin, vous avez comme moi pu le constater autour de vous, ça coupe les jambes. Eh bien, l'hépatite de Thévenet ne devait pas être virale, puisque aujourd'hui il a repris l'entraînement, et que jeudi, il participera à un critérium. Alors, nous voilà rassurés. Donc, place au vainqueur du Tour. Lucien Van Impe est arrivé la nuit dernière dans la localité où il est né voici 30 ans, à Méret. Méret compte 5000 habitants, et il n'y a pas moins de 200 Van Impe dans la petite ville. Le plus glorieux des Van Impe a reçu un accueil triomphal de la part de ses concitoyens. Dès ce matin, le vainqueur du Tour a quitté Méret pour se rendre au château de Laeken, où il était reçu par le roi Baudouin et la reine Fabiola en compagnie de son épouse et de deux de ses coéquipiers, René Dillén et Willy Terling. Et au cours de la réception, Van Impe remettait au souverain son maillot jaune. Les Vikings de la grande époque partaient à la conquête des terres nouvelles. Le Viking du XXe siècle est américain. Il arrivera demain à 13h12, très précisément, sur la planète Mars. La sonde devait se poser le 4 juillet dernier pour commémorer le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis. Elle a 16 jours de retard, mais le voyage est long depuis la Terre. Puis au dernier moment, on a dû changer le lieu d'atterrissage. Jusqu'à présent, aucune sonde n'a résisté à la planète rouge. Elles n'ont tenu que quelques secondes sur la surface de Mars. Ce matin, les savants se sont assurés que tout fonctionnait bien à bord, mais Viking réussira-t-il sa mission? C'est Viking lui-même qui contrôlera cette descente du laboratoire chargé entre autres de découvrir si la vie existe ou a existé sur la planète Mars. D'abord, c'est une véritable capsule blindée qui quittera Viking alors qu'il sera à 1500 km d'altitude. Elle s'enfoncera vers les couches de l'atmosphère très ténue de la planète rouge qui fait à peine 1/100e de celle de la Terre. À 6400 mètres d'altitude, un parachute s'ouvre pour ralentir la descente, puis à 1000 mètres du sol, ce sont des rétrofusées classiques qui entrent en action pour poser le laboratoire en douceur. La région prévue, nommée Crise, est très accidentée, comme l'ont déjà montré les premières photos prises par Viking, d'où les hésitations avant de choisir l'endroit définitif d'atterrissage. Et en plus, il faut tenir compte des vents violents dont on ne sait rien, ou presque. Ce n'est qu'une fois arrivé au sol que la véritable aventure martienne va commencer. Un peu partout en France, comme ici en Alsace, de violents orages ont éclaté ces derniers jours. Dans la région de Guebwiller, des pluies torrentielles très localisées ont provoqué d'importants dégâts dans les cultures et dans les vignes. Dans certaines régions, les dégâts ont même dû nécessiter l'intervention des pompiers et de l'armée. Mais pour les paysans, ces pluies ne sont-elles pas trop tardives? Notre dossier, les problèmes d'un agriculteur de l'Allier. Si l'Allier n'est pas le département français le plus touché par la sécheresse, celle-ci aggrave les choses jour après jour dans une région déjà déclarée sinistrée pour le fourrage et qui risque bien d'ici peu de l'être également pour les céréales. Le relief varié du département, dont l'élevage représente 80% des ressources,
a fait quelque peu échec au remembrement. En général, les exploitations à caractère familial sont de petite ou moyenne importance, comme celle de M. Copé, qui exploite 45 hectares, dont 42 cultivables, à Andes-la-Roche, près de la Palisse. Il fait le bilan des dégâts. Pour le moment, on voit tout de suite que pour le blé et l'orge, ça va être, disons, en volume, moitié comme l'année dernière, mais certainement pas moitié en qualité. Bon, là, la paille, si elle est coupée encore assez de bonne heure ou quoi que ce soit, on en aura, disons, encore un peu. Hein, vu comme elle est brûlée sur pied, si on est obligé de la couper dans l'après-midi, ça en reste pratiquement plus. Bon, les bêtes, maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire, bon, s'il n'y a plus de flotte? Il y a une petite mare en dessus, là, eh bien, mon beau-père l'a jamais vu baisser, jamais. C'est le problème de l'eau, oui, parce que de la paille, bon, on pourra leur donner un peu de paille à manger, c'est bien beau. Mais la flotte, quand il n'y en aura plus, souhaitant que l'adduction tienne. Et encore, nous, on est privilégiés parce qu'on a l'adduction, mais il y a bien des endroits qui n'ont pas. Ouais. C'est crucial, l'eau. Oh, parce qu'une bête qui ne boit pas, c'est comme une personne, il n'y a rien à faire. Hein. Je sais pas, moi, une bête qui a un veau maintenant, qui élève un veau, ben, il lui faut au moins 80-100 litres d'eau par jour. Le problème de l'eau, il se pose d'une façon tellement cruciale dans la région qu'à Montégué-en-Forez, à quelques 5 km de là, on en est même venu aux mains. Les gendarmes ont dû intervenir et le maire donner sa démission pour une simple affaire d'étang dont le propriétaire ne voulait pas ouvrir les vannes. Autre exemple, tout aussi symptomatique, la décision prise par M. Saillet de rentrer ses bêtes à l'étable, comme en hiver. C'est pas compliqué. Sur 82 bêtes, actuellement, j'en ai déjà 25 de rentrée. La raison est simple, plus d'eau, plus d'herbe. Et dans les jours à venir, peut-être qu'il faudra que j'en rentre plus, parce que... Et habituellement, c'est en novembre qu'on les rentre? Ben, habituellement, oui, même plus. C'est de la viande qui devrait se manger en 77, alors que là, dans les jours à venir, c'est des bêtes qui vont se faire tuer. Le ministre a indiqué que les aides accordées à la fin du mois de septembre aux agriculteurs pour compenser les pertes qu'ils auraient pu subir cette année seraient fonction du cheptel effectivement présent à cette époque sur les exploitations. Et pourtant, M. Copé a vendu 3 bêtes récemment. Ah bah oui, j'en ai vendu. Moi, je les ai vendus parce que j'ai vu qu'ils étaient ni grasses ni maigres. Alors, ma foi, ça m'en fait déjà 3 de moins. J'étais obligé de débarrasser mon vieux taureau parce que je voyais qu'il allait maigrir et tout. En d'autres temps, le taureau, vous l'auriez gardé? Ah ben le taureau, je l'aurais gardé jusqu'au mois de septembre. Et ce taureau-là, en le soignant, en l'engraissant un peu, il aurait pris... Je sais pas, moi, il a fait 900 kilos quand je l'ai sorti du pré, il en aurait bien fait 100 kilos de plus, toujours. Là, c'est un manque à gagner, là. Ah ben, c'est 100 kilos qui passent à l'âge. Des kilos à combien? Ah ben là, moi, je l'ai vendu autour de 900, et encore, je peux pas me plaindre, il y en a qui ont vendu moins. Pour vendre, il faut être 2. Il faut un acheteur. Alors, des fois, on va à la foire et on est... Jamais personne ne vous demande pas ce que vous êtes venu faire. Surtout en ce moment. L'éleveur a le choix entre brader ses bêtes ou les conserver quelques mois encore, même squelettiques, pour toucher une subvention. L'alternative, on le voit, n'est guère plaisante. Les pouvoirs publics ont bien questionné sur les besoins en paille, mais nul n'indique quand ils seront satisfaits. Il conviendrait cependant de s'en préoccuper, puisque, même en plein champ, il faut porter un complément de nourriture. Nous, il y a quand même 2 mois qu'on est sec, hein, s'il y avait eu un peu quelque chose de fait déjà, qu'on attend toujours le dernier moment pour ça, moi. Eh bien, je ne pense pas que l'on puisse parler d'imprévoyance en ce qui concerne les pouvoirs publics. Une sécheresse telle que nous connaissons cette année, qui se traduit par un déficit de fourrage de l'ordre de 50%, ne pourrait être pallié que par un stockage de fourrage égal à 50% d'une récolte moyenne. Et en l'état actuel, il n'est pas pensable que ce stockage soit fait par les pouvoirs publics. Et je ne crois pas non plus que les agriculteurs aient les possibilités de trésorerie nécessaires pour stocker 50% d'une récolte d'une année sur l'autre. Monsieur Copé, comme la plupart des exploitants agricoles, bénéficie de prêts à court terme, dits prêts calamité, qu'il convient d'amortir sur 4 ans. Or, en 1976, le département de l'Allier est sinistré pour la 3e année consécutive. Les pouvoirs publics étudient pour l'instant le moyen de ne pas asphyxier l'agriculteur sous des remboursements trop lourds. Les jardins potagers, d'autre part, sont brûlés comme le reste, et Madame Copé doit pour la première fois de sa vie acheter au marché des légumes qu'elle n'avait jusqu'alors que le mal de cueillir. Moi, j'ai jamais connu ça, être obligé d'acheter les légumes à la campagne, quoi. On a essayé d'arroser, puis alors on a fatigué d'emmener des arrosoirs d'eau, puis ça faisait pas grand-chose, quoi. Il fait tellement chaud.
Et puis alors l'eau en est limitée. On pense aux bêtes, les légumes sont chers et puis rares. Alors il faut aller à la ville. Alors en ville finalement on est plus heureux, on trouve des légumes. Et si se mettait à pleuvoir maintenant? Ah ben alors là, je sais pas ce que ça donnerait. À condition que j'en tombe au moins pendant au moins une semaine, autrement ça serait tout foutu. Parce que si ça tombe par exemple une journée, bon, disons une bonne journée, vous voyez ça, hein? Bon, elles arrivent, les bêtes d'en prendre encore un petit peu. Mais une fois que ça va être mouillé, tout ça, comme on dit, ça va tout pourrir. Puis alors après, ça sera comme là, ils n'auront plus rien à manger, il faudra les nourrir. Il faudra les nourrir complètement, quoi. Il a bien plu quelques heures ce week-end, mais trop peu toutefois pour réparer les dégâts, dont les répercussions se feront sentir au moins jusqu'en 77. Les pluies ont donc un peu, en effet, rafraîchi l'atmosphère, mais pas partout. Il faisait 15 degrés à Grenoble, 18 à Lyon avec de la pluie, mais de nouveau 26 à Paris et 29 à Perpignan. Pour demain, on prévoit des averses et des orages sur les régions méditerranéennes et sur les Alpes, des nuages et des pluies éparses dans l'ouest, sur la Normandie et sur le Pas-de-Calais. En revanche, il fera beau et de nouveau très chaud de l'Aquitaine et des Pays de la Loire à l'est de la France et au Jura. La rédaction d'Antenne 2 se joint à moi pour vous souhaiter une bien belle soirée. À demain, bonsoir. Parmi les titres que nous avons développés, voici ceux qu'il faut retenir. L'Élysée désapprouve les déclarations du chancelier Schmitt à propos de l'entrée des communistes dans le gouvernement italien. Début de la visite officielle en France du président camerounais Amadou Ahidjo. Jeux olympiques, déjà 3 records du monde en natation, les épreuves de la journée à 22 h sur Antenne 2. Viking, tout va bien à bord, la sonde américaine doit tousser Mars demain. Vers 22 h 50, la dernière édition du journal avec Hervé Claude.